dépasser la ligne de but. Une ligne droite, un virage, une dernière ligne droite. S'il te plaît, à 2 mètres de la ligne. Across the finish line to get the victory. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast La Ligne, le podcast qui décrit toutes les carrières liées au sport de haut niveau. Je m'appelle David et 2 fois par mois j'irai à la rencontre de toutes ces personnes qui ont fait de leur passion sportive leur métier. Athlètes, médecins, journalistes sportifs, dans l'ombre ou sous le feu des projecteurs, nous découvrirons ensemble les joies, les peines et les passions de ces personnalités au destin aussi atypique que extraordinaire. Je t'invite grandement à t'abonner, à noter et à laisser un commentaire sur Apple Podcast pour me suggérer des idées, des améliorations ou encore des invités. Tu peux également suivre la page Instagram laligne.podcast où tu découvriras l'envers du décor de chaque épisode. C'est également un excellent moyen pour me contacter. À chaque fin d'épisode, je lirai un commentaire de la plateforme Apple Podcast ou un message reçu sur Instagram afin de prendre en compte tous vos avis. Le but, faire progresser ce podcast tous ensemble. Allez, assez parlé, tout de suite, place à notre invité du jour. Bonjour Charlotte Fairbank. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien, écoute, ça va. Un peu fatiguée après cette grosse journée, mais ça va bien. Ok, tant mieux. Donc si tu le permets, je vais te présenter rapidement. Donc Charlotte, tu es née au début des années 90 dans une grande famille de sportifs et tu te passionnes très tôt pour la natation. Tu excelles dans ce domaine jusqu'en 2007 où tu as un accident qui te place en fauteuil roulant, mais pourtant, ça ne t'arrête pas. Franco-britannique, tu vas étudier en Angleterre et tu y découvres le tennis fauteuil, une discipline que tu découvriras complètement lors de ton voyage en Argentine en 2016. Lors de ton retour en France, tu décides de devenir joueuse professionnelle de paratennis. Tu es actuellement 3e française et 40e mondiale. Dans cet échange, nous reviendrons sur ta passion du sport, les épreuves qui t'ont marqué, ta décision de te tourner vers le professionnalisme et enfin les perspectives d'avenir dans le tennis avec pour objectif les Jeux paralympiques de 2021 qui ont été reportés et surtout Paris 2024, mais également ton futur en tant qu'avocate. Bienvenue sur le podcast La Ligne, Charlotte, et merci de me recevoir chez toi. Merci à toi. Eh bien écoute, j'ai une petite question traditionnelle dans ce podcast pour débuter. C'est quand tu étais petite, c'était qui ton ou tes modèles ? Alors, j'ai toujours adoré le tennis. Même quand j'étais petite, je jouais pas beaucoup, mais je regardais beaucoup de tennis. Et donc, je suis peut-être pas très très originale, mais Federer, ça a toujours été un modèle pour moi. Par sa façon de jouer, sa façon de gagner, son esprit compétitif, mais qui se voit pas tant que ça au final. Mais je le trouve incroyable ce mec après tout ce qu'il a fait et qui continue de faire. Et puis non, après qu'est-ce que je peux dire, je trouve que la paire, j'étais peut-être un petit peu plus grande, mais la paire Obama, Michel et Barack, complètement, rien à voir avec le sport du coup, mais pour moi c'est une paire qui est incroyable, qui ont fait des choses pour faire bouger aux États-Unis pour changer la façon de vivre, la façon de penser pour une grosse partie de la population. Et je trouve que Barack en tant que président était incroyable, mais en plus ce qu'ils ont fait après, les deux, Michel et Barack, ils continuent à faire vivre des gens et je trouve que c'est incroyable ce qu'ils font et ce qu'ils représentent. Oui, il reste encore très actif, on en entend encore beaucoup parler. J'ai adoré le livre de Michelle Obama d'ailleurs, une autobiographie qui est sortie il y a 1 an et demi, 2 ans, et qui est vraiment génial. Si tu l'as pas lu, lis-le. Je le lirai avec plaisir, mais j'en ai beaucoup entendu parler et j'avais vu qu'elle avait rempli un Bercy lors d'une conférence. Ouais, c'est ça. Non, vraiment, elle est... C'est incroyable. Et impressionnante. Ouais, je regarderai ça avec plaisir. Donc, on va revenir un petit peu à ta vie et à ta carrière. Donc, avant ton accident, en 2007, tu es déjà une grande sportive.
Donc, Ouais, quel alors sport tu pratiques? je me suis vraiment concentrée sur la natation. Je jouais à haut niveau, enfin je nageais à haut niveau, pas à niveau international, mais plus au niveau national, avec ma sœur jumelle qui nageait beaucoup aussi. Et voilà, on faisait des compètes, je sais pas, peut-être une fois tous les 2 mois. Et on nageait vraiment tous les jours après l'école. Et donc on a commencé vraiment à l'âge de peut-être 6-7 ans et j'ai continué jusqu'à mon accident. Et après, enfin, je faisais d'autres sports aussi, mais un petit peu d'athlé. J'ai commencé à l'âge de 13-14 ans, j'ai commencé de l'athlé à fond aussi et j'adorais ça. J'adorais le sprint. Voilà, ma course préférée, c'était le 200 et puis le 400 mètres aussi. Et voilà. Mais après, le tennis, j'en faisais un petit peu, mais pas tant que ça. Ok, très bien. Donc, à 15 ans, il t'arrive un accident. Est-ce que tu peux nous raconter déjà ce qui s'est passé et surtout les moments et les semaines qui ont suivi cet accident? Ouais, alors donc l'accident, c'était en juillet 2007. Et en fait, j'étais dans le sud de la France, à Toulouse, avec ma sœur jumelle et un ami. Et on s'amusait, en fait, il était tard le soir et on s'était amusé à rentrer dans un champ qui était fermé. En fait, on s'amusait à faire rouler des ballots de foin, des bottes de foin, jusqu'en bas du champ qui était en pente, juste voilà, pour emmerder le fermier. Enfin, on avait 15 ans, on était un petit peu bêtes. Et en fait, il restait une botte de foin dans le champ. Et ma sœur me dit, vas-y, monte dessus, fais-le rouler. Enfin bref. Et je monte dessus, je commence à marcher sur la botte de foin qui commence à rouler. Et ça commence à rouler assez rapidement. Je me dis, bon, je dois sauter un moment ou un autre parce que là, ça va un peu trop vite et je vais me faire mal. Et en fait, je ne réussis pas à sauter sur le côté de la botte, je saute devant. Et en fait, la botte de foin m'écrase, enfin me percute et me brise la moelle épinière. Enfin, ouais, c'est ça. Enfin, me pète la colonne vertébrale plus ou moins immédiatement. Et donc, tout de suite, je n'arrive plus à bouger mes jambes. Donc je suis complètement paralysée des jambes et je ne sens plus rien non plus dans les jambes. Donc je perds toute sensation et motricité. Et donc j'ai passé peut-être une semaine, voire 2 peut-être à Toulouse, voilà, en soins intensifs. Et après je suis montée à Paris et j'ai fait 3,5, 4 mois en centre de rééduc à Garches. Et ouais, je t'avoue, c'était pas facile. Enfin, c'était un accident, voilà, j'avais 15 ans, c'était traumatisant pour moi, mais pour toute la famille aussi. Et après, c'était traumatisant, mais j'étais vraiment dans ma bulle à ce moment-là. Je pense que je réalisais pas trop ce qui se passait. Et j'avais tellement de soutien, tellement d'amour qui m'était donné, enfin, dans ces moments-là, que en fait je réalisais pas trop ce qui se passait parce que voilà, tout le monde arrivait, venait me voir à l'hôpital, m'offrait des cadeaux. Enfin, j'ai vu 1 milliard de potes, de famille dans l'espace de 4-5 mois. Et donc c'est vrai que à ce moment-là, j'étais pas triste, ma vie n'était pas complètement bouleversée en fait parce que j'étais tellement soutenue. C'était peut-être quelques mois, quelques années plus tard où ça commençait à devenir un petit peu plus difficile parce que je réalisais enfin ce qui m'était arrivé et donc j'étais plus dans le déni de l'handicap, mais je savais que j'allais plus jamais remarcher. Et là, c'était un peu plus, voilà, c'était plus difficile à ce moment-là. Mais non, voilà, enfin, grâce aux amis, à la famille, j'ai vécu aussi des beaux moments à l'hôpital. Donc voilà, non, c'était pas tout négatif non plus. Ouais, c'est ça. Tu étais quand même bien entouré, bien Ouais, soutenu. vraiment. Et donc, tu es arrivé à passer au-delà de cette phase de déni parce que justement, ce que je me dis, c'est que bon, forcément, physiquement, il y a des séquelles, Ouais. mais mentalement aussi, comment on fait pour justement accepter, se rendre compte, au-delà du soutien et
des amis? Ouais, bah, c'est ça, c'est mentalement, en fait, enfin, pour moi, en tout cas, c'est venu bien plus tard. Physiquement, forcément, bah, d'une minute à l'autre, j'étais paraplégique, je pouvais plus marcher. Donc ça, c'était dur. Et de finir une année scolaire valide en tant que valide et puis revenir à l'école parce que c'était entre la seconde et la première et donc je suis retournée en première en fauteuil. Forcément, ça, c'était pas facile, enfin, surtout le regard des autres. Mais voilà, ça, c'est plus le mental, en fait, enfin, d'accepter le regard des autres enfin, qui est changé. Et puis accepter, voilà, accepter le handicap, accepter les conséquences qui vont avec, accepter les challenges, les obstacles de tous les jours. Et ça, en fait, bah, comme je l'ai dit, c'était vraiment grâce à mon entourage, grâce à la famille, les amis qui étaient super présents à ce moment-là. Et puis, en fait, enfin, pour moi, en tout cas, l'acceptation finale, la dernière étape de l'acceptation de mon handicap à moi, c'était quand j'ai commencé le tennis en fauteuil, en fait, mais bien plus tard, du coup, 7-8 ans plus tard. Ouais, on va revenir là-dessus parce que justement, donc, cet accident t'arrive à 15 ans et donc après ton bac à 18 ans, tu pars faire tes études en Angleterre parce que t'es franco-britannique. Ouais. Et comment ça se passe ton adaptation et est-ce que tu te remets au sport directement? Alors, je me remets pas au sport forcément, mais je faisais énormément de kiné. Donc j'étais en centre de rééducation à Garches, où j'avais fait un petit peu de kiné. Mais après, avec mes parents, on avait essayé de chercher un centre de rééducation spécialisé pour les para et tétraplégiques. J'avais encore 15 ans et je grandissais encore. Je voulais vraiment faire énormément de kiné pour ne pas perdre ne pas avoir une perte de croissance. Et donc, on avait trouvé un centre de rééducation spécialisé en Italie, à Florence. Et donc, à l'âge de 18 ans, j'avais pas vraiment recommencé. J'avais recommencé un petit peu la natation, mais voilà, j'étais vraiment focalisée sur la kiné. Donc, j'ai fait 6 mois à Florence pendant mon année sabbatique, donc après le bac. Et puis après, j'ai continué vraiment pendant au moins 3-4 ans à retourner à Florence, peut-être 2 fois par mois. Pardon. Ouais, non, c'était 1 fois par mois à peu près pendant voilà, quelques jours, peut-être un petit peu moins. Et ça m'a vraiment énormément aidée et ça m'a permis d'être complètement indépendante aussi d'un point de vue physique. Enfin, j'arrivais à sortir de mon fauteuil, à remonter de mon fauteuil du parterre, enfin, de parterre. Et donc, ouais, ça m'a beaucoup aidée. Donc, même si j'ai pas fait beaucoup de sport, la kiné voilà, j'en ai fait énormément pendant au moins 4 ans. Et c'est un petit peu plus tard à l'université où j'ai commencé à faire un petit peu de sport, à reprendre un petit peu la natation aussi, et après le tennis. Et est-ce que tu voyais une différence entre la France et l'Angleterre, notamment sur tout ce qui était sportif et accès aux personnes en fauteuil? Ouais, alors la France, on a quand même un énorme retard par rapport aux pays anglo-saxons, par rapport à l'étranger. Je trouve que la France, en termes d'accessibilité physique dans les magasins, dans les bâtiments, dans les infrastructures, enfin, peu importe, on a quand même voilà, beaucoup de retard. Il y a pas énormément, enfin, c'est de mieux en mieux, mais surtout au moment de mon accident à moi, donc enfin, il y a 13 ans maintenant. Il y avait énormément d'infrastructures ou de restos, enfin de n'importe, qui était juste pas accessible. Et puis aussi la mentalité, la vision, enfin la perception de l'handicap en général en France. Pareil, on est très arriéré sur ça. Je trouve que les gens, le public porte un regard assez différent par rapport, encore une fois, à l'Angleterre. Après, je peux pas trop comparer avec d'autres pays, mais c'est vrai qu'avec l'Angleterre, voilà, ils ont une longueur d'avance sur ça. Après, je dirais que les Jeux paralympiques olympiques et paralympiques de Londres en 2012 ont énormément aidé et ont fait évoluer cette mentalité. Et je pense que Paris 2024 va faire de même, enfin, je l'espère. Mais non, c'est vrai que quand on compare les deux pays, la France a quand même beaucoup de retard, ouais. Ok, très bien. Donc, tu fais des études donc à Southampton en droit, c'est bien Ouais, ça? c'est ça. Et après, tu pars travailler à Bristol pendant 2 ans.
Ouais. et donc dans un cabinet. Et c'est à ce moment-là, justement, que tu découvres vraiment le paratennis, enfin, en tout cas, que tu t'y mets. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, j'avais commencé un tout petit peu à prendre des cours à l'université quand j'étais encore à Southampton. Mais vraiment, genre, les 6 derniers mois de l'université, donc j'avais pas fait grand-chose. Mais voilà, je voulais juste tenter un nouveau sport. Comme je disais avant, ça faisait longtemps que j'avais pas vraiment fait de sport parce que je faisais beaucoup de kiné. Et donc, du coup, je voulais essayer le tennis. Et j'avais pris quelques cours en dehors de l'université. J'avais adoré. Et en fait, plus ou moins tout de suite, peut-être 3 4 mois plus tard, j'avais acheté mon fauteuil de tennis. Et c'est là où je m'étais installée à Bristol. Donc ça, c'était, je pense, fin 2014, début 2015. Et c'est là où j'ai commencé à prendre des cours assez régulièrement, peut-être une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et vraiment, j'étais mais tout de suite passionnée par ce sport. Je revenais à chaque fois avec un grand sourire. Je pensais pas du tout à jouer à titre professionnel, mais voilà, c'était un énorme hobby et ça s'est développé petit à petit. Et puis après, voilà, en 2016, quand je suis partie de Bristol pour aller vivre en Argentine, le but n'étant pas du tout d'aller jouer au tennis, mais voilà, plutôt faire une petite pause du droit, c'est là où vraiment j'ai commencé à jouer à fond. Ouais, justement, j'ai vu que l'Argentine t'avait beaucoup marqué. Donc, tu t'y rends en 2016 et tu as dit quelque chose où tu nous dis, ouais, un accident de vie, comme ce que tu as eu, ça nous crée. Et est-ce qu'un voyage comme l'Argentine, ça t'a créé et pourquoi? Ouais, je peux vraiment dire ça pour le coup, parce que Buenos Aires, c'était vraiment une expérience de folie en fait. Enfin, déjà en fait, je suis partie à Buenos Aires pour faire une petite coupure, pour apprendre l'espagnol, pour ensuite revenir à Londres et continuer mes études de droit, faire mon training contract, enfin l'équivalent du barreau et des stages qui vont avec. Et donc, j'étais pas du tout partie pour commencer une nouvelle vie, en fait, parce que c'est une nouvelle carrière que j'ai débutée là-bas. Et donc ça, juste en soi, était incroyable, le fait de commencer ma carrière de tennis là-bas. Et puis j'ai rencontré énormément de monde, enfin avec qui je suis encore très très amie maintenant. Et l'ambiance là-bas est incroyable. Il y a une vie d'expat des Français anglais qui est incroyable aussi. Et non, en fait, enfin, développer mon tennis et commencer ma carrière de tennis en jouant avec l'équipe nationale de paratennis. Oui, parce que justement, comment ça se passe? Comment tu y viens justement à te mettre à fond dans le paratennis là-bas? Alors, en fait, comme j'avais commencé quelques cours en Angleterre et j'aimais bien ça, je me suis dit, bon, bah, voilà, je pars en Argentine, faire cette petite coupure du droit, mais je vais prendre mon fauteuil de tennis avec moi. Et donc, j'avais fait quelques petites recherches, quand même, je l'avoue, pour trouver un club où ils connaissaient, en fait, le paratennis, parce que c'est pas connu partout. Et j'avais trouvé le club où s'entraînait l'équipe de paratennis. Et donc, j'avais en tête l'idée de prendre quelques cours pendant que j'allais chercher peut-être 6 mois de bénévolat à faire là-bas. Mais je me suis dit, voilà, je vais prendre des cours de tennis en même temps. Et j'ai commencé à prendre des cours et je m'entraînais en fait vraiment aux côtés, enfin le terrain d'à côté, il y avait l'équipe qui s'entraînait tous les jours. Pendant eux, ils s'entraînent comme des fous, 4 5 heures par jour. Et en fait, j'étais complètement passionnée de les voir, de les voir s'entraîner, de voir leur passion, de voir leur motivation. Et moi, ça m'a énormément motivée pour en faire plus aussi. Et donc, j'avais vraiment commencé une fois par semaine. Et j'aimais tellement ça que j'avais dit aux profs que j'avais que je voulais faire 2 3 fois par semaine. Et au bout de 3 mois, l'entraîneur national m'a proposé de rejoindre leur équipe. Pas en tant qu'athlète argentine du coup, mais juste rejoindre l'équipe argentine pour m'entraîner à titre plus professionnel et m'entraîner beaucoup plus. Et pour pouvoir voilà, progresser. Et donc j'ai tout de suite dit oui, parce que j'adorais ça. Et donc ça, c'était en décembre 2016. En février, début février, je fais mon premier tournoi international à Buenos Aires, du coup. C'était un peu une coïncidence qu'il y avait un tournoi là-bas à ce moment-là.
Et après, et donc ça, c'était mon premier tournoi. En fait, j'ai tout de suite adoré ce tournoi aussi. Enfin, c'était dur physiquement, c'était dur mentalement, mais j'ai tellement kiffé que je me suis dit, bon, en fait, j'ai envie de me mettre à temps plein, quoi. J'ai envie de faire ça à titre professionnel. Et j'ai continué à m'entraîner avec eux. J'ai fait plusieurs tournois là-bas. Et donc, c'est pour ça que cette expérience, c'était une folie, en fait, parce que j'ai vraiment débuté ma carrière de tennis à l'international, là-bas, avec l'équipe argentine, avec qui je suis encore très proche aujourd'hui. Ouais, c'est ça, parce que là, tu me disais que tu vas justement à Barcelone pour t'entraîner. Ouais, c'est ça. C'est avec Donc ça, eux. c'est avec un des entraîneurs argentins, ouais. Ouais, c'est assez incroyable de garder ces liens-là. Et en plus, j'ai vu que tu devais rester 6 mois. Au final, tu es resté genre 1 an au total. Ouais, bah, je devais rester. Ouais, le but c'était 5-6 mois et au final, je suis restée peut-être 10-11 mois au final. À Donc, Buenos Aires, pour m'être rendu, honnêtement, c'est vraiment une ville incroyable. Moi, Ouais. j'ai adoré. Ils sont Moi aussi. super cool. Et Ouais, non. il y a une bonne ambiance. Et donc, justement, après, tu rentres en France. Et là, tu es un peu sur une nouvelle ligne de départ où tu te dis, bah, allez, je me lance dans ma carrière, dans une carrière professionnelle Ouais. de joueur de C'est joueuse ça. de tennis. Bah, je rentre en France. J'avais déjà parlé à mes parents du fait que je voulais me lancer dans une carrière tennistique et un peu, entre guillemets, oublier le droit pour le moment. Enfin, du moins faire une pause. Et donc, dès que je rentre en France, je continue à faire des tournois en Europe, enfin à l'international, et je cherche un club où m'entraîner tous les jours. Je trouve le club de Clichy, c'était mon premier club quand je suis rentrée en France. Et je me suis entraînée quelques fois avec quelques joueurs. Puis en fait, cet été-là, quand je suis rentrée, donc ça c'était en 2017, il y a une entraîneuse des Yvelines qui vient me voir et qui me demande si je veux m'entraîner avec elle au comité des Yvelines. Enfin, bref, c'était un club dans les Yvelines. Donc je dis oui, et donc je commence à m'entraîner là-bas aussi. Mais voilà, je me suis mise tout de suite à fond dedans et j'ai intégré l'équipe de France, ça devait être 1 an plus tard, juste avant la Coupe du Monde par équipe, qui était aux Pays-Bas en 2018. Voilà. Donc, tu y as participé. Ouais. Donc, c'était quoi comme sentiment, justement, enfin, en soit à peine 2 ans après avoir vraiment commencé, de déjà porter les couleurs de la France? C'était assez incroyable. En plus, l'équipe féminine est super sympa et c'était vraiment un moment incroyable de partage avec tout le monde. C'était stressant, je vais pas dire le contraire, de jouer pour son pays et de faire des matchs pour défendre les couleurs de la France. Mais non, c'est incroyable. Enfin, le parcours que du coup j'ai traversé en si peu de temps. Après, c'est vrai que j'étais vraiment complètement passionnée par ce sport. Enfin, je le suis encore, et donc c'est pour ça que j'ai progressé aussi vite. Et c'était, je dirais pas facile, mais c'était pas non plus incroyablement difficile d'arriver à ce niveau-là. Après, maintenant, c'est là maintenant où ça devient plus difficile d'arriver à un niveau vraiment et d'atteindre le top 30, le top 20 mondial. C'est vrai que en plus il y a pas énormément de compétition en France. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de joueuses qui jouent au paratennis à titre vraiment professionnel, qui ont énormément d'objectifs, d'enjeux, etc. Et donc d'intégrer l'équipe de France, clairement, j'étais vraiment énormément, enfin j'étais ravie, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit voilà, c'est incroyable, mais il faut pas que je m'arrête et je me dise que c'est bon, enfin j'ai tout accompli, il faut vraiment qu'on continue à bosser, et c'est vrai, parce que maintenant ça devient de plus en plus dur d'accéder vraiment au haut niveau. Ouais, c'est ça. Au final, t'étais arrivé à rentrer dans le top 100 assez, on va dire, rapidement, mais après, Ouais. pour atteindre le top mondial, c'est encore plus Ouais. galère. Mais Ouais. bon, tu t'en approches quand même pas mal. Ouais, non, j'avance. Ouais, tant mieux. Parce que justement, moi, je voulais parler d'un truc, parce que tout à l'heure, tu as beaucoup parlé de Florence, une ville que tu t'appréciais beaucoup pour plein de raisons. Et justement, j'ai vu que c'est là où tu as gagné un de tes premiers tournois internationaux en Ouais, 2018. c'est ça, c'était mon premier Et tournoi. Ouais. justement, enfin,
ça fait quoi de gagner dans une ville qui représente tellement pour toi et avec les gens qui t'entourent et qui t'ont aidé justement dans cette Ouais, bah, c'était étape? vraiment, c'était assez émouvant. C'était mon premier titre et c'est vrai en fait, enfin j'ai gagné la finale, j'y croyais pas trop parce que c'était vraiment, voilà, comme tu dis, enfin, une ville que j'apprécie énormément, où j'ai vécu plein de choses. Et pour la finale, il y avait des patients du centre de rééducation qui étaient là, il y avait les kinés qui étaient présents aussi, il y avait, il y avait quelques potes aussi qui étaient présents et c'était vraiment incroyable de gagner mon premier titre là-bas. Enfin, pour moi, c'était un peu une coïncidence du coup. Mais, mais ouais, j'ai adoré en plus. Enfin, vraiment, le club est incroyable aussi. Donc, c'était vraiment beau de gagner sa première victoire là-bas. Et d'une certaine manière, tu penses que ça t'a donné de la force, ça t'a motivé le fait que ce soit à Florence et devant tout ce public qui t'aimait? Ouais, non, non, vraiment. Enfin, ça m'a motivée pour aller plus loin et c'était émouvant parce que, enfin, du coup, tous les kinés, les patients m'avaient vu en rééduc peut-être voilà, 5 ans, 6 ans, 7 ans auparavant, tout de suite après mon accident en fait, et me voient quelques années plus tard sur un terrain de tennis en train de jouer à titre professionnel et dans les top joueuses au niveau mondial. Et c'est vrai que pour eux, enfin, ils m'ont tous dit, enfin, c'était assez incroyable pour eux de voir ça. Et pour moi, ouais, du coup, c'était hyper émouvant. Et ouais, j'ai vraiment apprécié tout leur soutien à ce moment-là aussi. Ouais, justement, j'avais une question par rapport à ton entraînement. Parce que, enfin, maintenant, le sport, en tout cas, on parle de plus en plus du sport paralympique. Enfin, Ouais, même là, il y a même eu le documentaire sur Netflix, ouais. Rising Phoenix, qui a beaucoup fait parler. Et je voulais savoir à quelle fréquence tu t'entraînes et justement, enfin, à quel point, justement, tu es comme une sportive vraiment enfin, tu es une sportive professionnelle, mais parce qu'en fait, on ne le considère pas forcément. Il y a beaucoup de gens qui ne considèrent pas forcément ça comme les valides. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu toute ta routine et ton Ouais. entraînement? Alors en général, je fais entre 2 et 4 heures, mais plutôt ouais, même 3 et 4 heures par jour de tennis. Donc ça, c'est vraiment sur le terrain. Et après, je fais de la prépa physique, donc soit en salle, soit sur le terrain. Donc mobilité sur le terrain, soit de la muscu en salle. Et après, kiné, comme les valides, on a tous besoin de la partie récup aussi. Mais non, après, ma routine, c'est aussi énormément de tournois. Donc, je pars environ entre 5 et 7 mois dans l'année. Je pars faire des tournois à travers le monde. Alors, je me concentre vraiment sur l'Europe parce que niveau financier, c'est un peu plus dur de partir plus loin. Mais voilà, c'est des tournois sans arrêt. Et après, voilà, comme je disais, dès que je rentre à Paris, c'est énormément d'entraînement et énormément de fitness. Et on rentre dans une routine exactement comme tu dis, enfin, comme les valides. Donc, on fait en fait le même sport que les valides. Donc voilà, c'est à peu près ma Ouais, c'est ça. routine. Parce qu'au final, si on mettait des joueurs pro de tennis sur un fauteuil roulant, j'avais vu que Djokovic Ouais. avait tenté un match et que Ouais, c'est c'est... ça, il s'était mis. Je pense il avait joué un petit peu avec Dylan Alcott, Mhm. qui est numéro 1 chez les quads. Et il avait dit lui-même que c'était hyper physique, hyper dur. Enfin, en gros, oui, niveau technique, en fait, si tu as un bon niveau de tennis, c'est facile de servir, c'est facile de faire un coup droit si la balle arrive sur toi. Mais après, ce qui est vraiment le plus compliqué pour tout le monde, c'est la mobilité du fauteuil, en fait. Enfin, c'est le mouvement, c'est garder l'inertie, le momentum du fauteuil quand tu es en match, quand tu es en entraînement. Et, euh, et c'est ce que Djokovic disait, enfin, c'est ce que tous les valides disent dès qu'ils se mettent dans un fauteuil, c'est ça, en fait, ils bougent pas parce qu'ils ont pas l'habitude, ils ont pas le Ouais. réflexe. Ouais, là, vraiment, il y a les deux bras qui sont vraiment bien utilisés et tu Ouais, dois... c'est physique. Ah, moi, j'ai vu pas mal de vidéos, ouais, c'est assez impressionnant, même les entraînements. Et justement, donc, les JO ont été reportés d'une année. Tokyo a Ouais. été reporté d'une année. Et est-ce que justement, déjà, tu étais qualifié pour Tokyo 2020 ou est-ce que pour toi, c'est une aubaine que ce soit reporté d'une année? Alors moi, en fait, non, je n'étais pas qualifiée, mais personne n'était qualifié en paratennis encore
les qualifications pour les JO se font vraiment 2 mois et demi, 3 mois avant les JO. Et donc là se faisait la première semaine de juin pour les Jeux de 2020. Et donc nous, on n'avait pas vraiment fait Enfin, on avait fait tous les tournois de qualification, mais on les avait pas finis. Et la deadline pour les qualifs, c'était le 8 juin 2020. Et donc on savait pas trop si on était qualifié. Moi, pour être complètement honnête, ça aurait été très très dur de me qualifier cette année. J'étais loin derrière quand même, en sachant que dans le paratennis, donc au JO, enfin au Paralympique, il y a chez les filles un tableau de 32. Et pour être qualifié directement d'office, il faut être dans le top 24 au niveau mondial. Et puis après, il y a des wildcards qui sont distribués. Mais moi, j'étais 40e, 42e, je le suis encore. Et donc, enfin, voilà, je devais franchir une étape de plus vraiment pour me qualifier. Donc cette année, le fait d'avoir reporté les Paralympiques, pour moi, c'est un énorme bonus. Après, là, je t'avoue, c'est compliqué parce que il y a pas de tournoi. Le Covid existe toujours et il y a pas mal de tournois qui s'annulent et donc il n'y a pas d'opportunité pour aller chercher les points qu'il faut pour se qualifier. Peut-être à partir de janvier 2021, il y en auront et ça sera un peu plus simple. Mais là, après, je pars pas du tout espoir pour les JO de l'année prochaine, s'ils se font. Mais je sais que ça va pas être facile non plus. Donc j'y vais à fond et je reste optimiste en sachant que l'objectif principal, comme tu le disais avant, ça a toujours été Paris 2024. Ouais, de jouer à la maison et de gagner à la maison, en tout cas, on espère. Bien sûr. Donc justement, j'aimerais parler justement de Paris 2024 parce qu'il me semble que c'est aussi, tu as un rôle dans l'organisation, tu es une ambassadrice pour les Jeux. Alors je suis pas ambassadrice, mais en fait j'ai fait un événement avec le comité de Paris 2024. On avait fait un défi tennis cet été avec Pauline Parmentier. Et on avait invité, il y avait un tirage au sort où le public était invité à postuler pour jouer un double contre Pauline et moi. On a joué 4 ou 5 doubles et c'est le public, entre guillemets, qui a gagné le défi parce qu'ils ont gagné, je pense ils ont gagné 3 doubles sur 5, je pense. Enfin bref, mais c'était vraiment un défi incroyable. Il y avait énormément on a beaucoup rigolé et c'était vraiment de partage avec Pauline, donc ça c'était top. Et oui, le comité 2024 font énormément d'événements comme ça pour essayer de promouvoir les Jeux, mais aussi donc les Jeux olympiques, mais aussi les Jeux paralympiques. Et mettre en avant tout ce qui est le mouvement paralympique, en fait, tous les sports paralympiques. Et non, c'est génial. Et après, oui, pour moi, c'est spécial, parce que c'est unique, parce que je vise les Jeux de 2024. Et donc là, pendant 4 ans, on va essayer de tout faire pour promouvoir le paratennis, mais aussi, moi j'ai un double enjeu, promouvoir le sport paralympique, mais aussi essayer de décrocher la médaille aux Jeux dans 4 ans. Ouais, bien sûr. Parce que justement, est-ce que pour toi, tu considères que Paris 2024, c'est une ligne d'arrivée dans ta carrière de joueuse de tennis ou tu te projettes au-delà ? Je sais pas trop, je pourrais pas trop te répondre. Je pense que oui, ce sera plutôt la ligne d'arrivée. Ça fera du coup quelques années que je joue et c'est vrai que finir sur des Jeux à la maison, ce serait beau. Après, à voir si je suis encore motivée, pourquoi pas continuer. Mais je m'étais toujours dit que ma carrière d'avocate, je veux pas l'oublier non plus. Ou en tout cas, une carrière autre que la carrière tennistique. Je veux construire une carrière derrière le tennis aussi. Et donc, je me dis que si je commence trop tard, ce sera peut-être un peu compliqué. Donc, pour le moment, je me dis, j'y vais à fond jusqu'à Paris. Et après, on verra. Oui, parce que ta carrière d'avocate a quand même beaucoup d'importance. Et est-ce que justement tu continues tes études maintenant et tu as des plans déjà par rapport à ça ?
Alors j'ai continué des études, ouais, j'ai fait, donc ça s'appelle le Legal Practice Course, c'est le LPC et c'est en fait un petit peu l'équivalent du barreau français. Je l'ai fait à distance avec une université en Angleterre. Et j'ai tout validé cet été. Donc je l'ai fait à temps partiel parce que j'avais pas le temps de le faire à temps plein à cause de tous les tournois. Et donc ça m'a pris 2 ans. Et là, j'ai fini avec les études de droit. Et il me reste, pour officiellement devenir avocate, il me reste ce qu'on appelle le training contract en Angleterre. C'est les stages qu'on est obligé de faire en Angleterre pour officialiser le truc. Et donc ça dure 2 ans. Et donc pareil, ça je le ferai après 2024 parce que j'aurai pas le temps de le faire avant parce que c'est vraiment c'est un boulot à temps plein, quoi. Mais j'aimerais bien me spécialiser dans le droit médical, le droit de la santé, ce que je faisais avant en tant que juriste. Et pourquoi le droit médical? Ça m'a toujours intéressée. En fait, après l'université, enfin non, même pendant l'université, j'ai toujours été attirée et fascinée par la médecine. Et, et pendant ma 4e année à l'université, j'avais hésité en fait à arrêter le droit complètement et à changer et faire médecine. Et je me suis dit que voilà, c'est compliqué de redémarrer des études comme ça et surtout la médecine, enfin c'est minimum 6-7 ans. Voilà, je me suis dit que je finirais jamais en fait si je faisais droit puis médecine. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire un compromis, enfin choisir un compromis et faire droit de la santé, droit de la médecine pour pouvoir avoir cet aspect-là médical pendant que je pratique le droit. Et donc j'avais cherché des cabs qui se spécialisaient dans ça et j'en ai trouvé un, Aaron Mitchell, c'est un gros cabinet d'avocats en Angleterre. Et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Moi, je faisais clinical negligence, donc c'était tout ce qui est erreur médicale. Et j'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé, donc je pense que j'aimerais bien continuer dans ça. Ok. Et juste pour finir, j'avais encore 2 petites questions. Justement, c'était par rapport. Tout à l'heure, tu expliquais le côté financier qui pouvait s'avérer difficile. Et comment tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu es payé par la fédération ou justement tu as des sponsors qui t'aident à vivre de ta passion et de ton métier? Alors ouais, moi c'est plutôt sponsor. La Fédé ne m'aide pas beaucoup. Enfin, j'ai quelques aides exceptionnelles de temps en temps, mais c'est vrai que j'ai pas signé de convention. Ils ont des règles, c'est normal. Il faut être dans le top 25 pour pouvoir signer une convention et du coup une aide financière avec la Fédé. Et donc pour le moment j'y suis pas. Mais en revanche, oui, j'ai pas mal de sponsors. C'est génial là depuis 1 an et demi. C'était dur au début, mais c'est vrai que là, j'en ai trouvé pas mal. Je suis avec le Coq Sportif pour les textiles, pas mal de sponsors financiers. Il y a Wilson qui m'aide niveau raquette. Et c'est vrai, en fait, ça fait toute la diff, quoi, parce que je dois pas constamment penser à ça en tournoi. Est-ce que je peux partir à ce tournoi-là? Est-ce que c'est trop loin? Est-ce que financièrement je vais pouvoir me le payer? Là, je vais pouvoir faire des tournois qui sont un peu plus loin, du coup, et essayer de décrocher des points à des tournois qui sont peut-être moins fréquentés. Et donc, ouais, ça fait toute la différence. Enfin, nous, ça nous permet moi, ça me permet de rentrer dans mes entraînements complètement à l'aise et de pas devoir penser à ça tout le temps. Et c'est top parce que du coup, on promouvoit le para-tennis dans plein de boîtes. On fait des événements sponsors et on met en avant, je mets en avant mon sport. Donc ça, c'est génial aussi de pouvoir faire ça. Ouais, ça te donne les moyens de vivre ton rêve et de t'y consacrer à fond. Ouais, ok, super. Et j'ai une dernière question qui est aussi un petit peu traditionnelle dans ce podcast. C'est quoi ta musique préférée ou ta musique du moment? Ah ouais. Alors la musique préférée, écoute, ayant passé pas mal de temps en Amérique latine, j'adore le reggaeton. Je comprends. La musique latino. Après, j'ai une chanson que je mets souvent avant un match pour me motiver. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours adoré cette chanson. C'est Dancing in the Moonlight. Et voilà, donc je l'écoute. C'est mon truc. Enfin, c'est ma chanson que je mets avant les matchs.
Voilà. Ok, bah super. Bah écoute, ça m'a fait très plaisir de pouvoir échanger avec toi et d'en apprendre plus sur une discipline que pas tout le monde connaît. Ouais, Et, merci beaucoup à et toi. en tout cas, j'espère qu'on te verra potentiellement à Tokyo et en tout cas à Paris en Je l'espère 2024 aussi. pour ramener des médailles dans les Jeux paralympiques qui sont tout aussi impressionnants voire beaucoup plus que les Jeux olympiques. Donc j'espère en tout cas que tu vas pouvoir y arriver et que tu vas pouvoir continuer à gagner plein de tournois. Donc merci à beaucoup. toi et C'est merci pour ton l'objectif. temps. Merci à toi, David. Salut Charlotte. Merci à tous d'avoir écouté ce 4e épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de laisser des commentaires et des étoiles sur Apple Podcast ou de me contacter sur le compte Instagram laligne.podcast où vous retrouverez un contenu mélangeant photos, audio et vidéo. Un grand merci à Strand Touch pour le magnifique sound design encore de cet épisode. Je vous dis à dans 2 semaines pour un épisode qui s'annonce déjà incroyable. C'était David pour le podcast La Ligne.